Fin septembre 2025, on parle IA dans le développement logiciel. Révolution ou juste un outil de plus? Le nouveau rapport Dora de Google vient de sortir et il y a des surprises. Gros gain de productivité? Oui, mais l'instabilité, elle colle au basque. Alors, magie ou miroir? Bienvenue à cette exploration, cette discussion autour des dernières découvertes sur l'intelligence artificielle et le développement logiciel. Notre source aujourd'hui, c'est le tout frais rapport Dora 2025, State of AI Assisted Software Development. C'est du lourd. Une étude Google, basée sur plus de 100 heures d'entretien et près de 5000 réponses de pros du monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas Dora, en gros, ils cherchent à identifier ce qui fait vraiment la performance en livraison logicielle. Tout à fait. Et chaque année, leur rapport, il nous éclaire vraiment sur ce qui marche concrètement sur le terrain. C'est basé sur des données, du quantitatif, du qualitatif. C'est solide. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin que juste dire l'IA est adoptée. On veut comprendre comment elle apporte ou pas de la valeur. Et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous, sur nos organisations, nos façons de faire. Bon alors, on y va? Allons-y. Alors, la première grosse idée qui ressort, et elle est vraiment fondamentale, c'est que l'IA agit surtout comme un amplificateur. Les chiffres sont dingues. 90% des gens l'utilisent au boulot. 9,%, c'est énorme. Et plus de 80% trouvent que ça a boosté leur productivité perso. Oui, mais le mot-clé, c'est vraiment amplificateur. Le rapport insiste beaucoup là-dessus. L'IA, elle ne crée pas de la valeur à partir de rien, quoi. Elle prend ce qui existe déjà dans l'organisation. Les forces comme les faiblesses. Exactement. Et elle les démultiplie. Donc si une boîte a déjà des bonnes fondations, une plateforme interne qui tourne bien, des process clairs, une bonne synergie d'équipe, l'IA va accélérer tout ça. Précisément. Dans ce cas-là, oui, l'IA peut accélérer les workflows, elle peut améliorer la qualité perçue, libérer du temps pour des tâches plus intéressantes. Elle amplifie le positif. D'accord. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Et c'est là que ça devient critique. C'est-à-dire que si l'organisation est déjà un peu bancale ou désordonnée, l'IA risque d'empirer les choses. Ou en tout cas, de ne pas apporter les bénéfices qu'on attend au niveau global. Imaginez, un développeur produit du code beaucoup plus vite grâce à l'IA. Super. Gain local. Mais si derrière, les tests sont déjà un goulot d'étranglement, si l'intégration c'est compliqué, mal maîtrisé, ce code produit plus vite, il va juste venir s'empiler. Créer de la frustration, peut-être même plus d'erreurs. Ah oui, je vois. L'IA, dans ce cas, elle amplifie les dysfonctionnements qui étaient déjà là. C'est cet effet miroir que je trouve fascinant. L'IA révèle, de manière assez crue, l'état réel des capacités de l'organisation. Son succès, finalement, il dépend à fond du système dans lequel elle s'encelle. C'est une perspective super intéressante, ça. Et ça nous amène direct à la deuxième découverte clé, l'impact concret sur les résultats. Et surtout, comment ça a évolué depuis l'an dernier. On se souvient, 2024, le rapport Dora avait fait un peu l'effet d'une bombe. Ah oui, cette fameuse anomalie Dora 2024. Exactement. Il suggérait que l'IA pouvait nuire à la fois à la stabilité et au débit des livraisons. Alors, qu'est-ce qu'il en est cette année? L'anomalie est résolue? Alors, le paysage a clairement bougé. L'analyse 2025 montre un changement majeur sur un des indicateurs, le débit de livraison logicielle, le throughput la quantité de choses livrées. Oui. Eh bien, maintenant, il est positivement corrélé à l'adoption de l'IA. C'est un retournement complet par rapport à 2024. On dirait que les équipes ont appris à utiliser l'IA pour aller plus vite. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Les craintes de 2024, c'était peut-être juste le temps de s'adapter? En partie, oui, sans doute. Mais attention, c'est pas tout rose non plus. Parce que l'autre indicateur clé, l'instabilité des livraisons. Le taux d'échec des changements, ce genre de choses. Oui, voilà. Eh bien, cette instabilité, elle augmente toujours avec l'usage de l'IA. Donc, on va plus vite, c'est vrai, mais on introduit plus d'erreurs ou de problèmes en production. D'accord. Donc le bilan est mitigé, quoi. On accélère, mais on perd en fiabilité. C'est un peu préoccupant, non? C'est la tension centrale qui ressort des données de 2025, oui. Les équipes s'approprient les outils pour gagner en vitesse, mais les systèmes autour, les tests, le déploiement, le monitoring, les process de validation, ils ne suivent pas encore le rythme. Ils ne sont pas assez costauds pour encaisser cette accélération en toute sécurité. Et sur les autres impacts, les aspects plus qualitatifs?
Là, les tendances positives de 2024 se confirment. L'adoption de l'IA reste corrélée à une meilleure efficacité individuelle perçue, une meilleure qualité de code perçue aussi. Perçu, c'est important. Oui, perçue par les développeurs, une meilleure performance d'équipe et d'organisation ressentie. Et en point intéressant, plus de temps passé sur du travail jugé utile, le valuable work, par opposition aux tâches un peu répétitives ou ingrates. Et sur le bien-être, la friction au travail, le burn-out, on pouvait espérer que l'IA allège un peu ça, non? Eh bien non, malheureusement. Comme l'an dernier, le rapport ne trouve toujours aucun impact mesurable de l'IA sur la réduction de la friction au travail ou sur la diminution du burn-out. Ah, c'est quand même un point notable. Oui, c'est important. L'IA change le travail. Elle augmente la vitesse perçue, mais visiblement, elle ne résout pas encore les problèmes plus profonds de charge mentale ou de fluidité des processus globaux. Ça soulève vraiment la question de l'adaptation des systèmes, oui. Et ça fait une super transition vers la troisième découverte. Le rapport introduit un nouveau cadre, le modèle de capacité IA DORA. L'idée, si j'ai bien suivi, c'est que le succès vient pas de l'outil IA lui-même, mais de tout ce qu'il y a autour. C'est exactement ça. C'est une des grosses contributions de ce rapport 2025. Plutôt que de juste constater des corrélations, ils ont vraiment cherché à identifier les facteurs qui permettent à l'IA d'améliorer la performance globale de l'organisation. Et ils ont identifié 7 capacités fondamentales. 7 capacités. Ça fait beaucoup. On peut peut-être les regrouper pour y voir plus clair. Quelle est la logique derrière, plutôt que de les lister bêtement? Oui, bonne idée. On peut les voir un peu comme 3 grands piliers. Premièrement, tout ce qui est clarté et culture. Avoir une politique d'utilisation de l'IA qui soit claire, qui soit communiquée, comprise. C'est essentiel. Sinon, c'est le flou. Voilà, c'est soit le flou, soit la paralysie. Et dans ce pilier, il y a aussi l'orientation utilisateur. S'assurer que l'IA sert la valeur pour le client final, sinon elle peut même devenir contre-productive selon le rapport. D'accord. Le cadre humain et stratégique en quelque sorte. Le deuxième pilier? Le deuxième, c'est la fondation technique et les données. L'IA, elle a besoin de bonnes données, accessibles, bien gérées. Le rapport insiste sur un écosystème de données sain et la capacité technique à connecter les outils IA à ces données internes pertinentes. Logique, oui. Il faut du bon carburant pour l'IA. C'est ça. Sans ça, elle travaille dans le vide ou avec des infos de mauvaise qualité. Et le troisième pilier? Les pratiques de développement. Exactement. Le troisième pilier concerne les pratiques de développement et de livraison. Là, on retrouve des classiques de DevOps, mais qui sont fondamentaux. Une gestion de version solide, commis fréquent, rollback facile, et le travail par petits lots. Petites modifs, livrées souvent. Pour gérer le risque. Pour gérer le risque qui vient avec l'accélération de l'IA, oui. Et enfin, et c'est pas le moindre, une plateforme interne de qualité. La fameuse plateforme interne, on va y revenir. Mais le message global de ce modèle, alors, c'est qu'il faut vraiment voir l'IA comme une transformation systémique. Absolument. Le modèle DORA AI Capabilities nous dit « Attention, n'achetez pas juste des licences d'outils IA, investissez dans votre culture, dans vos données, dans vos pratiques de dev, dans votre infrastructure, la plateforme. C'est tout cet environnement qui va déterminer si l'IA sera un succès, un pétard mouillé ou même un problème. » C'est un appel à l'action assez clair. Oui, c'est un appel à traiter l'IA comme une vraie initiative de transformation organisationnelle, pas juste comme un nouveau gadget technique. Très clair. Et ça nous amène tout droit à la quatrième découverte qui touche justement au rôle des plateformes internes et de la gestion du flux de valeur, le VSM. Le rapport note que 90% des organisations disent faire de l'ingénierie de plateforme. Quel est le lien précis avec l'efficacité de l'IA? Le lien est très fort. Et les données le montrent explicitement. Avoir une plateforme interne de haute qualité, c'est une des 7 capacités clés et elle a un effet multiplicateur particulièrement puissant. Multiplicateur? Oui, elle amplifie vraiment l'impact positif de l'IA sur la performance organisationnelle globale. Une bonne plateforme, ça facilite l'accès aux outils, aux données, ça standardise les déploiements, bref, ça huile les rouages pour tout le monde, y compris pour l'IA. Donc, investir dans sa plateforme interne, c'est aussi investir dans le succès de ses futures initiatives IA. Indirectement. Directement, même. C'est une condition quasi nécessaire, je dirais. À l'inverse, une plateforme médiocre, elle va freiner l'IA, limiter son accès aux ressources, rendre l'intégration complexe. Elle devient un vrai obstacle.
D'accord. Et l'autre élément clé, c'était le VSM. Oui, la gestion du flux de valeur, Value Stream Management. Pouvez-vous nous rappeler juste en 2 mots ce que c'est et pourquoi c'est important ici? Bien sûr, le VSM, en gros, c'est cartographier, mesurer et optimiser tout le flux de travail, de l'idée initiale jusqu'à la livraison de valeur au client. Le but, c'est de repérer les blocages, les gaspillages, les délais et d'améliorer le flux global. Et le rapport avec l'IA, c'est... C'est que le VSM agit un peu comme un GPS stratégique pour l'IA. Il permet de s'assurer qu'on applique la puissance de l'IA là où ça fait vraiment mal, sur les vrais problèmes, les vrais goulots d'étranglement qui pénalisent tout le système. Pour éviter d'optimiser dans le vide. Exactement. Sans cette vision VSM, on risque d'utiliser l'IA pour optimiser une étape qui n'est pas critique. On aura un gain local peut-être, mais aucun impact global. Voire on déplace le problème ailleurs. Le VSM aide à transformer les gains de productivité locaux de l'IA en avantages réels pour tout le système. Je vois. Donc, si je résume cette partie VSM, la plateforme fournit la capacité technique et le VSM fournit la direction stratégique pour appliquer cette capacité là où ça compte. Les deux ensemble, ça démultiplie l'efficacité de l'IA. C'est une excellente synthèse. Une bonne plateforme et une approche VSM, ça permet vraiment de canaliser la puissance de l'IA pour un impact maximal et durable. Ok, faisons une petite synthèse globale. On a vu IA massivement adoptée, 90%. Perçue comme bénéfique pour la productivité individuelle, plus de 80%. Le débit s'améliore enfin par rapport à 2024. Mais l'instabilité reste un problème majeur, et même croissant. Exact. Et un point intéressant que vous avez mentionné. La confiance, oui. N'oublions pas que malgré cette adoption massive, 30% des répondants ont peu ou pas confiance dans le code généré par l'IA. Cette approche « faire confiance mais vérifier » semble s'installer, ce qui est plutôt sain d'ailleurs. Tout à fait. Alors si on met tout ça ensemble, quel est le message principal pour les équipes, les organisations aujourd'hui? L'IA, on fonce tête baissée ou... La question, c'est plus vraiment si on y va, vu les chiffres d'adoption. La vraie question, c'est comment on y va intelligemment. L'enjeu crucial, il est passé de l'adoption à l'utilisation efficace et critique. Il faut intégrer l'IA dans les processus, oui, mais de manière réfléchie. C'est pas juste un outil magique qu'on branche. Ce qui implique de développer de nouvelles compétences, j'imagine. Oui, absolument. Il faut former les équipes. Pas seulement à utiliser les outils, non. Surtout à les guider, à évaluer leurs résultats avec un esprit critique et à valider ce qui est produit. Savoir faire un bon prompt, c'est une chose. Savoir juger si la réponse de l'IA est correcte, pertinente, sécurisée, alignée avec les objectifs, ça, c'est autre chose. Et cette compétence de validation, elle devient centrale. Et au-delà des compétences individuelles, le message sur l'environnement système est très fort, on l'a vu. C'est le point le plus martelé par le rapport, oui. L'investissement dans le système est primordial, les plateformes de qualité, la gouvernance des données, la clarté des processus, les pratiques de dev solides, petits lots, gestion de version, la culture orientation utilisateur, politique IA claire, tout ça, c'est le terreau sur lequel l'IA peut prospérer. Sans ces fondations. Sans ces fondations, l'IA reste limitée. Ou pire, comme le dit l'effet miroir, elle ne fera qu'amplifier les problèmes qui existent déjà. L'IA n'est pas une solution autonome, c'est un catalyseur. Son effet dépend entièrement du milieu dans lequel on la met. L'IA comme révélateur et amplificateur de nos propres organisations. Fascinant. Finale, peut-être la plus importante pour chaque personne qui nous écoute, le rapport montre que l'IA agit comme un miroir de nos systèmes actuels. Alors la question à se poser, c'est quel est l'aspect le plus critique de votre système actuel? Que ce soit un processus, une pratique culturelle, une fondation technique. Quel est cet aspect que l'IA pourrait soit propulser vers de nouveaux sommets si vous l'intégrez bien, soit exposer douloureusement comme une faiblesse majeure si vous l'adoptez sans avoir préparé le terrain? C'est une excellente question pour continuer la réflexion. Voilà qui conclut notre exploration, notre discussion autour des enseignements clés du rapport DORA 2025. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'était le podcast de Philippe. Et petit message, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. On y est presque. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.